Monsieur Larrot-Thureau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez fait une grève de la faim pendant 18 jours pour revendiquer une taxe de 0,1% qui allait ou qui va rapporter à l'Union européenne 60 milliards d'euros. C'est un combat que vous avez perdu. Pas encore, non. Vous avez aussi perdu 10 kilos. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les chercheurs, il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour protéger les salariés, alors que jamais les marchés financiers n'ont été aussi élevés, jamais. Et que ce que dit le Parlement européen, je ne suis pas seul, je suis rapporteur général du budget pour ce Parlement, ce que dit 68% des députés de ce Parlement, c'est qu'une petite taxe, nous voulons une petite taxe sur la spéculation, juste 0,1% pour ceux et celles qui achètent des actions, des obligations, des produits dérivés. Et on aurait chaque année, comme vous l'avez dit, presque 60 milliards d'euros, sans taxer les citoyens, sans taxer monsieur et madame tout le monde. Et avec 60 milliards d'euros chaque année, on pourrait aider les hôpitaux, les docteurs, les infirmières, les infirmiers. On pourrait avoir plus d'argent pour la recherche, pour préparer le Covid-20, le Covid-21. On pourrait avoir plus d'argent pour gagner la bataille du climat. Si on ne fait rien, sinon, on risque le chaos. Le mélange de la crise sanitaire, de la crise sociale, de la crise climatique peut nous amener au chaos. Et comme député, comme père de famille, je refuse le chaos. Et je crois qu'on est très nombreux. Donc oui, j'ai perdu 10 kilos, mais nous avons gagné des millions d'alliés. Il y a plein de pays d'Europe où les citoyens se sont dit « Ah !» On ne savait pas qu'il y avait cette négociation en cours. On ne savait pas que les chefs d'État, Mme Merkel, M. Macron, préparaient le budget pour les 10 prochaines années sur le climat, pour la santé. C'est très bizarre parce que dans chaque pays, on a chaque année un débat sur le budget. On peut en permanence faire des réformes fiscales. Par contre, au niveau européen, ce qu'on est en train de négocier, c'est pour les 10 prochaines années. Quelle est notre ambition sur le climat? Et quand vous voyez l'aggravation du problème climatique, moi je suis français, je suis élu européen, mais je suis élu en France. L'été dernier, il y a 70 départements où les paysans n'avaient plus assez d'eau pour arroser. Voilà. Je pense que dans plein de pays arabes, les canicules à répétition font qu'on n'a plus assez d'eau. Donc déjà en 2020, la situation du climat est catastrophique. Et si on ne fait rien de sérieux, en 2030, en 2035, ce sera l'horreur. Donc c'est très grave, la situation du climat est très grave, la situation sanitaire est très grave, mais il n'est pas trop tard pour agir. Et comme on dit en français, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est bien beau de faire des discours, mais si on n'a pas d'argent, ça reste du blabla. L'autre jour, j'étais au Parlement face à Mme von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, qui est une femme très droite avec plein d'idées. Elle a fait un très beau discours pour dire l'ambition pour le climat, c'est un peu comme le discours de Kennedy, « We choose to go to the moon ». Quand Kennedy avait dit « Nous avons décidé d'aller sur la Lune ». C'était un discours magnifique, mais Kennedy avait des actes. Le budget de la NASA, il a multiplié par 15 le budget de la NASA en 5 ans. Les comptables devenaient fous et s'arrachaient les cheveux, mais Kennedy avait vraiment décidé qu'il voulait gagner la Lune. On a créé 400 000 emplois. Rien que pour envoyer 3 personnes sur la Lune, on a créé 400 000 emplois. On y a mis les moyens et on a gagné la Lune. Et aujourd'hui, protéger la vie sur Terre, protéger les hôpitaux, protéger la recherche, protéger le climat, c'est aussi important ou plus important que d'envoyer 3 personnes sur la Lune. Donc voilà pourquoi le Parlement se bat pour avoir plus de moyens sans taxer les citoyens. Vous disiez à l'instant que 66% des députés ou du Parlement européen étaient derrière vous. Vous pensez vraiment que vous avez été suffisamment soutenu pour cette affaire? Vous avez dit qu'on avait perdu la bataille. Le mécanisme européen est compliqué. Il y a 2 choses qui se négocient en parallèle. L'Europe, j'ai découvert ça fait seulement 1 an et demi que je suis député. Il y avait le cadre pluriannuel pour les 7 prochaines années. Tout le budget général. Et là, c'est très compliqué parce qu'il y a un principe d'unanimité. Il faut que les 27, vous savez qu'il y a 27 pays maintenant que l'Angleterre est partie, il faut que les 27 chefs d'État et de gouvernement soient d'accord. Et l'unanimité, c'est très compliqué. Il n'y a aucun groupe humain, ni une entreprise, ni une chorale, ni un club de foot qui marche à l'unanimité. L'unanimité, c'est un principe stupide où il suffit que le plus égoïste, le plus cynique, le plus aveugle sur les problèmes de demain peut bloquer la négociation. Donc cette négociation, le Parlement n'a pas gagné grand-chose. On a gagné 2 milliards de plus chaque année. Voilà, mais à l'unanimité, c'est très compliqué. Mais la négociation qui continue, c'est celle, qu'est-ce qu'on met comme argent pour le climat et pour la santé? Et là, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Même s'il n'y a que 15 pays qui sont d'accord, on peut déjà avoir des moyens colossaux. Et pourquoi justement votre pays, la France, refuse de rejoindre ce qu'on appelle la procédure de la coopération renforcée? Alors, vous avez raison, c'est un gros problème, c'est qu'en France, peut-être plus qu'ailleurs, on est très sensible au lobby financier. Donc vous avez raison, cette idée de taxer un peu la spéculation, elle est sur la table depuis 2011. Vous voyez, j'ai apporté ça. L'autre jour, j'ai le montré à la ministre allemande. J'ai dit, Bettina, il y a 1200 pages, là j'ai mis un tiers de l'étude,
Tout est prêt depuis 2011. On sait que c'est possible sans que l'argent parte à Londres ou à Singapour. Voilà. Et le Parlement se bat là-dessus. Et hélas, j'ai sous les yeux la lettre du ministre autrichien des Finances, qui pourtant n'est pas de la même famille politique que moi. Moi, je suis un social-démocrate, je suis une nouvelle donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Le ministre des Finances autrichien est un homme de droite, mais il dit il faut trouver de l'argent sans taxer les citoyens. L'Autriche demande qu'on relance la négociation, et il dit mais le projet de la France, d'Emmanuel Macron, fait que seulement 1% des transactions seraient taxées. Le ministre autrichien dit qu'il y a en fait 2 projets sur la table. Le vrai projet qui fait que toutes les transactions financières sont un tout petit peu taxées, 0,1 ou 0,01 pour les produits dérivés et la spéculation, le trading intraday. Et par contre, hélas, aussi bien François Hollande que Emmanuel Macron, l'ancien président et le président de la République actuelle, écoutent beaucoup trop le lobby bancaire et ne veulent taxer que 1% des volumes. Et donc l'Autriche dit, si c'est la position de la France qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Donc, comme rapporteur du budget, ça fait 1 an que je négocie aussi bien avec des ministres allemands que des ministres français ou françaises. Et là, ça fait 3 mois que je sais qu'au sein du gouvernement français, il y en a qui demandent à Emmanuel Macron de bouger, mais que pour le moment, Emmanuel Macron ne bouge pas. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, ne bouge pas. Et c'est ça qui bloque la négociation. C'est pour ça qu'il a fallu que je fasse cette grève de la faim pour que le débat soit public. On dit que les lobbies financiers, c'est un peu comme les vampires. Les vampires, vous savez, on dit qu'ils ont peur de la lumière et que s'il y a de la lumière, le vampire, il recule. Et le lobby financier, s'il y a un débat public, il a du mal à se faire entendre. Donc c'est pour ça que je suis très heureux que des millions de gens aient vu les vidéos qu'on a faites depuis 1 mois, que des millions de gens en aient parlé avec leurs amis. Le but, c'est qu'on mette une pression non violente, mais très ferme, sur M. Macron, sur Mme Merkel, pour qu'enfin, on taxe la spéculation. C'est un principe de justice fiscale. Vous et moi, quand on fait nos courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%. Même les plus pauvres en France, pour manger, ils payent une TVA à 5,5%. Dans tous nos pays, même les plus pauvres, ceux qui vivent dans la rue, même les vieilles dames qui vivent avec une petite retraite, on leur demande de payer de la TVA pour financer l'éducation, pour financer la police, pour financer la justice. Tout le monde contribue. Tandis qu'aujourd'hui, les marchés financiers, c'est 0,0. 0,0, donc c'est vraiment choquant. C'est pour ça que je l'ai dit, 68% des députés, 68 de droite et de gauche, de tous les pays, 68% des députés disent il est temps de faire payer un peu ceux qui ne payent jamais. Il est temps de faire payer un peu, 0,1%, ceux qui ne payent jamais et dont les fortunes s'accumulent. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans en Europe. Le nombre de milliardaires a triplé. On ne va pas tuer les milliardaires, mais on peut leur demander un petit effort. Ça veut dire que vous adhérez totalement à ce qu'avait dit un jour le défunt président américain, Franklin Roosevelt. Il est plus dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. C'est très important ce que vous dites. Tout le monde dit que la crise qu'on vit en ce moment est la plus grave depuis 1929. Voilà. On sait qu'après la crise de 1929, l'Europe est allée vers la barbarie. Alors, y compris un peuple très civilisé comme l'Allemagne, qui avait donné des grands philosophes, des grands musiciens, on a été capable d'accepter la barbarie sur notre territoire quand la précarité était trop forte. Alors qu'aux États-Unis, quand Roosevelt arrive en 1933, la crise était plus grave aux États-Unis qu'en Europe, mais Roosevelt fait passer 15 réformes. Il fait la séparation des banques, il taxe les milliardaires, il demande un effort aux banquiers. Il n'a pas tué les banquiers ou tué les milliardaires, mais il a mis la finance au service du bien commun. Et certains disent que Roosevelt était un communiste qui allait tuer l'Amérique, mais Roosevelt a sauvé la cohésion sociale, il a sauvé la démocratie, et tant qu'il était vivant, il a été réélu. Il a été réélu 3 fois. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de baguette magique. Là, même au bout de 2 ans, il a dit « Mon premier New Deal n'a pas suffi, il faut relancer d'autres réformes ». Mais c'est un homme qui agissait pour la dignité. Sa boussole, tout le monde comprenait que ce qu'il voulait, c'était la dignité, permettre à chacun et chacune de vivre dignement. Et le peuple lui faisait confiance. Et le peuple était avec lui contre les lobbies bancaires. Voilà. Et il a sauvé l'économie, alors que l'économie européenne et la cohésion sociale et la démocratie s'effondraient en Europe. Vos détracteurs affirment que cette fameuse taxe sur les spéculations financières existe en France, elle existe aussi en Allemagne. Vous avez fait référence tout à l'heure à la Commission européenne. Elle avait adopté un projet de taxe de 0,1% de 2013. Je connais très bien le dossier. Vous allez me dire, mais madame, oui, mais c'est sur un produit, un produit financier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre autrichien des Finances. Dans la lettre que j'ai rendue publique, c'est un haut fonctionnaire qui est venu me voir chez moi discrètement à Bruxelles. Il ne voulait pas qu'on nous voit ensemble au Parlement. Il ne voulait même pas me l'envoyer par email pour que personne ne sache.
Ce monsieur m'a dit, j'en ai marre du double discours de certains pays et je vous donne cette lettre pour que vous puissiez la rendre publique. Donc oui, il existe déjà en France une toute petite taxe sur les transactions qui ne taxe uniquement les groupes qui ont plus de 1 milliard de capitalisation. Donc, d'après le ministre autrichien, il exagère un tout petit peu, il dit que 99% des transactions ne sont pas taxées. Aujourd'hui, le monde a changé. Il y a 40 ans ou il y a 50 ans, quand j'étais petit, mon papa me montrait les actions qu'il avait héritées de son propre papa. C'était des papiers, on découpait des coupons. Maintenant, tout est par informatique et les achats d'actions des grands groupes, de Danone, de Deutsche Telekom, voilà, ça n'est plus que 1% des volumes. L'essentiel des volumes, et malgré la crise de 2008, on n'a pas du tout régulé le système financier, l'essentiel, c'est des échanges financiers qui n'ont plus aucun rapport avec l'économie réelle. C'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Vous avez des ordinateurs qui envoient des dizaines de messages et qui se courent. C'est les ventes à découvert, c'est les produits dérivés. Autant les actions, c'est quand même encore un peu utile à l'économie, parce que Danone ou Deutsche Telekom ont besoin de financement pour agrandir une usine ou pour améliorer un projet. Donc ça, paradoxalement, la taxe qui existe aujourd'hui en France, elle taxe à 0,3%, donc trois fois plus que ce que demande le Parlement, mais elle taxe juste un tout petit peu. C'est les actions des très grands groupes. Et elle ne taxe pas du tout ce qui est dangereux, ce qui n'a aucune utilité économique et qui, en période de crise, est vraiment dangereux. D'ailleurs, au sein du gouvernement d'Angela Merkel, c'est un ministre de la droite bavaroise, c'est Gerd Müller, qui est le ministre CSU du développement, qui dit qu'il faut de l'argent pour que l'Europe puisse aider les pays du Sud et de la Méditerranée plus. En Allemagne, le débat est reparti par le ministre du Développement, un ami d'Angela Merkel, et plutôt la droite conservatrice, qui dit on ne peut pas laisser l'Afrique et la Méditerranée s'effondrer. On est dans une crise, déjà avant le virus, il disait on va vers des drames si l'Afrique se disloque à cause du problème climatique. Il faut trouver de l'argent, et Gerd Müller dit c'est amoral de taxer uniquement ce que fait la France, uniquement les grands groupes, et de laisser tous les produits dérivés, toute la spéculation continuer. Si on était vraiment avec une vraie éthique, on devrait interdire certains produits financiers qui sont de la pure spéculation, on pourrait les interdire, mais au moins si on les autorise, il faut leur demander de contribuer au bien commun. Voilà, donc c'est un combat du Parlement, j'étais le seul à faire grève de la faim, mais c'est parce que certains ont peur, ils avaient peur pour ma santé, mais voilà, je m'en sors très bien, je suis un bon costaud, et je pense qu'on est face à un scandale de démocratie, quand 82% des Allemands, c'est une idée très populaire, 82% des Allemands sont d'accord, 70% des Belges ou des Français sont d'accord, et c'est scandaleux que le lobby financier puisse bloquer une telle réforme. Votre grève de la faim a mis à nu un certain nombre de failles. Hein. J'ai parlé de la démocratie. Il y a un véritable déficit démocratique, malheureusement, dans l'Union européenne et dans les États membres. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Mais il faut, si vous veniez dans mon bureau, au 11e étage, il y a une très belle photo du mur de Berlin. Il y a des moments où les citoyens, c'est très bien de voter. Hein. Je suis très heureux d'être député. Il y a des gens qui ont voté pour moi. Donc le système parlementaire a quand même beaucoup d'avantages. Il y a des pays où les gens seraient heureux de pouvoir voter librement avec un endroit où on peut s'isoler. Voilà. Donc l'Europe est quand même plus démocratique que la Chine, que la Russie. Voilà, on peut pas. Voilà. Mais effectivement, le niveau européen, il y a encore beaucoup trop de décisions qui sont prises par l'unanimité. Il faut que les 27 chefs d'État soient d'accord et le Parlement européen a moins de pouvoir que le groupe des 27 chefs d'État. Il a arraché encore un petit peu de pouvoir législatif, mais le Conseil européen est encore plus puissant. Donc le Parlement, au nom du bien commun ou de ce qu'on pense être le bien commun, et quand on arrive à mettre L'autre jour, j'ai dialogué avec la ministre allemande et le président de la commission des budgets a dit voilà, Pierre Larrouturou est le rapporteur du budget. Hier, il a commencé une grève de la faim, mais hier après-midi, il y a 6 groupes politiques qui ont voté son texte. C'est la première fois dans l'histoire du Parlement qu'il y a 6 groupes différents, des gens de 6 familles politiques qui le soutiennent. Du genre, la grève de la faim, c'est la première fois qu'on voit ça, mais ne le prenez pas pour un rigolo. Il y a 6 groupes politiques qui soutiennent ces propositions. Et on est dans un moment critique. Encore hier, je parlais ici avec un climatologue. C'est le chef de tous les climatologues français. C'est un très, très grand climatologue au niveau mondial. Il nous disait, je ne pensais pas vivre aujourd'hui, ce qu'on voit en 2020 sur le climat, je ne pensais pas le vivre de mon vivant. Voilà. Donc la crise climatique est beaucoup plus grave que prévu. Avec le virus, toutes nos économies, dans la plupart des pays, ont été à l'arrêt pendant 3 mois ou 4 mois. Du coup, le CO2 qui vient de l'économie a ralenti cette année. Mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur. Les feux de forêt en Australie, 440 morts en Australie en quelques semaines. Ceux qui meurent tout de suite, qui sont brûlés dans leur voiture, ou ceux qui vont mourir une semaine plus tard à l'hôpital. 440 morts en Australie. Les feux de forêt en Sibérie.
Moi, quand j'étais petit, il faisait froid en Sibérie. Là, 38 degrés au mois de juin, 38 degrés, des feux de forêt. Donc les feux de forêt ont pris une telle ampleur que, certes, le CO2 lié à l'économie a ralenti, mais 2020 va globalement être la pire année, ou une des pires années pour l'évolution du CO2 global. Le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Tout le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère depuis 40 ans fait que le dérèglement climatique, même quand les économies sont au ralenti, le CO2 continue d'accélérer. Donc ça n'est pas foutu, il n'est pas trop tard, mais par contre, il faut se dépêcher. Si un jour un docteur me dit que j'ai un cancer ou vous dit, voilà, au début, pendant 3 jours, on dit non, c'est pas possible, et puis après ça, on se soigne. Et fort heureusement, maintenant, plus de la moitié des cancers, on peut les guérir, mais on n'attend pas 3 ans pour se soigner. Et sur le climat, il ne faut pas attendre, et ce qu'on négocie au niveau européen, c'est pour les 10 prochaines années. Donc on va continuer de façon non violente, mais de façon très ferme, à interpeller nos dirigeants. Et tous ceux qui le veulent peuvent aller sur le site taxonslaspéculation.eu, taxonslaspéculation.eu, et diffuser nos idées parce que d'autres zones du monde, il y a peut-être parmi ceux et celles qui nous regardent des gens qui ne vivent pas en Europe, mais ils peuvent nous aider pour aussi lancer les mêmes réflexions et qu'on ait un partenariat autour de la Méditerranée. Moi, mon but, c'est qu'on renforce le partenariat autour de la Méditerranée sur ces questions. Vous n'avez pas perdu la guerre, hein, vous avez perdu une petite bataille. Vous ne pensez pas que derrière tout ça, c'est le lobbying qui a joué son rôle? Il est un secret pour personne, ici même au Parlement européen, que derrière chaque député, il y a au moins une centaine de lobbyistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer une centaine, ce système? Peut-être que vous exagérez, mais c'est vrai qu'il y a des lobbies. Alors après ça, on a le droit aussi de... Vous avez été approché à votre arrivée au Parlement européen? Il y a quelques personnes qui ont demandé à me rencontrer, donc soit je les rencontre et je garde mes décisions pour moi, soit je ne les rencontre pas, mais les gens ont compris que j'étais un député qui était... Voilà, j'essaye de vivre en conscience. J'ai plein de défauts, je parle trop vite, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais j'essaye de vivre en conscience, je n'ai qu'une vie. Et quand j'ai annoncé à mes amis députés que je commençais la grève de la faim, j'ai cité un grand Polonais, Adam Michnik, qui est un de ceux qui a fait tomber le mur de Berlin en 89. Et Adam Michnik disait, en chacun de nous, il y a une conscience qui nous pousse à dire ceci est bien et ceci est mal. Et l'histoire de l'humanité depuis 3000 ans ne s'explique, les progrès quand même de l'humanité ne s'expliquent que parce que des femmes et des hommes ont une conscience. Et même si c'est parfois dangereux, il y en a qui perdent leur vie, il y en a qui se font mettre en prison, mais on décide de vivre en conscience. Le mur de Berlin ne serait pas tombé s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui voulaient vivre en conscience. La fin de l'apartheid, Mandela a fait 28 ans de prison, mais des hommes et des femmes ont décidé de vivre en conscience, ont dit ce système n'est pas tenable. Donc je pense que dans tous nos pays, de tous les côtés de la Méditerranée, il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre pleinement leur dignité et qui se disent un système qui ne respecte pas cette dignité, il faut le mettre à bas. En Tunisie, c'est sur les réseaux sociaux que la révolution a commencé. Et nous, avec le virus, c'est compliqué de faire des manifs, mais sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs millions de personnes qui ont vu nos vidéos. Avant de proposer votre projet, vous l'avez ficelé, réfléchi, bien sûr. Vous avez pensé aux banques européennes qui décideraient de quitter l'Europe au cas où on leur imposait donc les 0,1% de... Elles feraient un choix catastrophique pour elles. Il y aurait d'autres banques qui feraient... Voilà, l'Europe est une des 2 puissances économiques les plus importantes et l'Europe est sans doute la zone la plus stable au monde parce qu'aux États-Unis ou en Chine, la croissance était un peu plus forte depuis quelques années, mais avec un niveau d'endettement monstrueux. L'an dernier, Donald Trump a expliqué que la croissance était à 2,5 aux États-Unis, mais la dette totale privée et publique, la dette totale a augmenté de 12% du PIB. Donc l'Europe est sans doute la zone économique la plus stable au monde. Donc je vois mal une banque renoncer à plus de 400 millions de clients juste parce qu'on lui demande 0,01%. Et s'il y a une banque qui veut s'en aller, eh bien, bye bye. Eh bien, il y a d'autres banques qui seront très contents de servir les consommateurs et les entreprises européennes. Le chantage, ça ne marche pas. Votre grève a fini, mais pas vos actions. J'ai vu que vous avez été rejoint par des défenseurs de climat. Chacun vient, on a eu Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'Environnement, on a des grands philosophes, on a des jeunes, on a des gens de 18 à 99 ans. Edgar Morin a 99 ans, Adélaïde en a 18. On a des gens de droite et de gauche. On a en même temps des syndicalistes très à gauche qui disent qu'il faut sortir du capitalisme, mais ils sont d'accord avec Pierre, quand même, si on peut gagner 50 milliards cette année, c'est bien. Et juste après, un ministre des Finances belge qui est, lui, un libéral, un homme de droite, et qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord pour sortir du capitalisme, mais je pense, comme Pierre, que si on peut taxer la spéculation, ça nous fait 50 milliards de plus et ça fait du bien pour les hôpitaux et pour le climat. » Donc, je crois que on a des gens qui croient au ciel et des gens qui n'y croient pas. On a eu un moine bouddhiste, Mathieu Ricard, et le conseiller du pape François. Et on espère avoir le conseiller climat du pape. Et on espère avoir des gens d'autres confessions ou des gens qui ne croient pas au ciel. Mais vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on disait ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, ils sont ensemble pour lutter contre les nazis. Et je crois aujourd'hui que la question du climat peut foutre en l'air l'humanité, mais peut aussi nous rapprocher.
J'étais à Madrid au sommet climat avant Noël l'an dernier et c'était impressionnant de voir des Iraniens et des Israéliens, des femmes malgaches et des Chinois, des Américains et des gens de Cuba qui réfléchissaient ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat. Donc je crois que pour rappeler au principe de fraternité, c'est bien quelque chose qui nous rappelle au fait qu'on est vraiment tous frères et sœurs et qu'on est tous embarqués dans la même histoire. La question du climat et la question de sauvegarder la vie sur Terre est un combat qui peut nous réunir. Puisqu'on est des frères et sœurs, est-ce que la France a encore le droit de maintenir le franc CFA ? Je n'ai pas assez réfléchi. Je vous demande, il y a des moments où j'ai réfléchi sur la question du climat. Ça fait 7 ans que je travaille. J'ai des amis, par mon ancien ministre Kako, qui a beaucoup réfléchi à cette question. Je vous donne son téléphone portable. Mais hélas, je préfère ne pas dire de bêtises quand je n'ai pas assez réfléchi à une question. C'est plus honnête. En tout cas, c'est ma méthode. OK. Alors, puisqu'on est en Afrique, monde arabe, un mot par rapport à l'élection de Joe Biden au conflit israélo-palestinien. Quelle est votre position à vous D'abord, l'élection de Joe Biden est une des rares bonnes nouvelles de cette époque. Je suis vraiment très, très, très heureux. Voilà. Il a dans son équipe des gens comme Kamala Harris qui sont lumineuses. Il a de l'équipe qui vient de nommer pour les affaires internationales. Il y en a plusieurs qui sont très intéressés par le modèle européen de protection de la santé, qui veulent agir pour le climat. John Kerry s'est battu depuis très longtemps pour le climat. Et donc, j'espère que des deux côtés de l'Atlantique, on va travailler ensemble, la main dans la main. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'à déplacer de nouveau l'ambassade américaine à Tel Aviv ? Écoutez, les accords d'Oslo, moi, depuis 1993, je pense que l'Europe doit agir plus fortement pour construire la paix. Si on les appelait les accords d'Oslo, c'est parce que l'Europe les avait aidés. La photo historique, c'était à Washington ou à Camp David. Mais voilà, et je pense que l'Europe doit agir pour la paix, qu'on ne peut pas accepter que cette zone du monde soit dans un conflit de plus en plus grave. Et j'espère que Biden aura une vision beaucoup plus intelligente. Je sais que vous avez beaucoup de goût pour la justice, ce qui vous a amené un jour à rencontrer un grand homme français. Stéphane Hessel. Exactement, Stéphane Hessel, qui a été président de ce qu'on appelle le tribunal Russell. C'était son grand regret. Quand je l'ai vu la dernière fois dans son lit, il savait qu'il allait peut-être mourir. Et son grand regret, c'était de ne pas avoir vu la paix entre Israël et la Palestine. Voilà. Et de même, Michel Rocard était un grand ami. Et Michel Rocard a fait la paix en Nouvelle-Calédonie, déjà, deux peuples qui s'étaient tués. Et il avait fait un film, il était allé le montrer en Israël et en Palestine en disant « Oui, faire la paix, c'est avec des gens qu'on déteste ». La question de construire la paix, ce n'est pas avec des copains, ce n'est pas avec des amis, c'est avec des gens qu'on déteste. Donc oui, il y a de bonnes raisons de se détester et malgré ça, il faut construire la paix. Et je trouve que l'Europe ne se donne pas les moyens d'agir avec force, que Trump a mis de l'huile sur le feu et que j'espère que Biden et son équipe vont agir et peut-être avec l'Europe pour essayer de construire la paix. Il n'est pas trop tard pour le faire sur les rives du Jourdain. Que pensez-vous de la normalisation des relations entre un certain nombre de pays arabes avec Israël ? Je pense aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au sultanat d'Oman. Là, encore notamment. une fois, je n'y ai pas assez réfléchi, mais je pense qu'on doit pouvoir dialoguer tout en mettant sur la table les points difficiles. Voilà, on doit pouvoir dialoguer sur la question du climat, ou parce que la question de la gestion de l'eau, elle va se poser avec une gravité, mais que ça ne peut pas vous faire oublier le sort des Palestiniens. Je ne suis jamais allé en Palestine. Je suis le seul député qui est en même temps dans la commission de dialogue avec Israël et dialogue avec la Palestine. Voilà. Le budget me prend beaucoup, parce que je suis rapporteur du budget cette année, mais on m'a dit que c'est la première fois dans l'histoire du Parlement que le même député est dans l'équipe qui dialogue avec Israël et dialogue avec la Palestine. Je vous promets que c'était la question que j'allais vous poser et en préparant cette émission, je me suis dit, c'est incroyable, le même député est membre non, ce qui est incroyable, c'est que je sois le premier. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y en ait pas une ou un avant. Le même est le premier. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Parce que pour moi, évidemment, si on veut construire la paix, il faut dialoguer se faire des amis, dialoguer et prendre le temps de parler avec les gens des deux côtés. Sinon, on ne pourra pas faire la paix. Alors, vous allez être aussi le premier homme politique français à qui je pose la question suivante. Est-ce que vous partagez la vision de M. Macron quant aux relations avec les pays musulmans et à l'islam de France ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à se parler beaucoup plus librement, qu'on arrive à avoir une laïcité plus apaisée. Je trouve que ce qui se passe en France est assez dramatique et que la laïcité est une des richesses de notre pays. Donc je pense qu'au lieu de mettre de l'huile sur le feu, on devrait pouvoir être capable de dialoguer et d'agir ensemble. Dernière question, ne me dites pas je n'ai pas réfléchi à la réponse. Les relations franco-algériennes aujourd'hui ?
Comment vous les percevez? Comment vous les Il faut qu'on agisse de façon concrète. Encore une fois, je pense qu'il faut, et encore une fois, la question du climat. Je ne dis pas que la question du climat est la seule, mais je pense que agir pour le climat en parlant avec les sociétés civiles, je me bats pour qu'il y ait 40 milliards de plus. Comme rapporteur du budget, je voudrais qu'il y ait globalement 100 milliards de plus pour le climat et la biodiversité, donc 40 milliards, et ce n'est pas parce que vous m'avez vu, j'ai écrit ça depuis très longtemps dans plusieurs livres, 40 milliards qui aillent pour l'Afrique et pour tout le pourtour de la Méditerranée, donc y compris la Turquie, y compris l'Algérie, y compris la Tunisie, et qu'on change la façon dont on dialogue et la façon dont on gouverne ça, en associant beaucoup plus les sociétés civiles. Monsieur Larrot-Thuroux, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Madame, monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.